Sa profonde connexion avec l'exploration et la découverte de soi, ainsi que son inclination à s'engager dans les arts et à avoir un impact positif sur ses pairs, a été interrompue par une disparition inexpliquée et non résolue dans les dernières heures du matin du 20e septembre 1988, laissant tous ceux qui la connaissaient d'à travers Belén, Nouveau-Mexique, et l'ensemble du pays cherchant des réponses dans une mer de preuves qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle, ceci est un examen de la disparition de Tara Calico et du Polaroid suspect découvert à Port St. Joe, en Floride, qui peut ou non donner un aperçu de son sort indéterminé. Tara Calico est née le 28 février 1969 de parents David et Patty Calico au Nouveau-Mexique, la terre d'enchantement dans un monde ordinaire. Tara était une jeune fille aventureuse et a grandi en explorant la grande nature, accompagnée de ses frères et sœurs et amis de la région. Pendant son enfance, ses parents ont divorcé et Tara est restée avec Patty, qui s'est remariée à John Dole et a déménagé à Belén, une autre banlieue ordinaire du Nouveau-Mexique. Belén est le siège principal du comté de Valencia, au Nouveau-Mexique, tirant son nom de la traduction espagnole de Bethléem, la légendaire ville biblique. C'est le centre de transport de la grande région de Valencia et principalement une démographie catholique et chrétienne. Quand la famille Dole a déménagé à Belén, cela semblait être l'endroit par excellence pour élever Tara et ses frères et sœurs, Michel et Chris. C'était parfaitement pittoresque sans aucune controverse ou souci dans le monde. C'est un endroit décrit comme, je cite, une petite ville américaine où tout le monde connaît tout le monde, s'occupe de tout le monde et personne n'est en dehors des limites de la sécurité. Son principal moteur économique était l'élevage et il offrait de nombreuses possibilités de loisirs à travers son paysage accueillant. Cela signifiait que c'était l'endroit idéal pour Tara pour s'adonner à ses tendances exploratoires sans la peur de conséquences sinistres. En entrant dans l'adolescence et la jeune adulte, Tara est devenue un membre bien-aimé de sa classe de lycée par ses camarades de classe et ses amis proches. Il la décrivait comme une personne athlétique mais très intelligente, avec une gentillesse innée rarement vue chez les enfants de son âge. Elle était admirée par ses pairs et vénérée par ses enseignants qui remarquaient sa responsabilité indéfectible et son talent pour l'organisation extrême, un trait qui serait mis en évidence après sa disparition. Une histoire racontée par Melinda Escobel, une amie de Tara, la décrivait comme une amie pour tout le monde. Melinda avait rejoint la fanfare au lycée, et à l'époque, elle n'avait personne d'autre à qui se confier ou avec qui passer du temps dans la fanfare. Quand Tara a vu Melinda assise seule un jour, elle a intégré cette nouvelle fille dans son cercle d'amis sans rien savoir d'elle. Un acte désintéressé de création d'une meilleure atmosphère pour ses pairs et un souvenir qui est resté avec Melinda bien après le fait. Après le lycée, Tara a décidé de poursuivre ses études à l'université et d'étudier la psychologie, un sujet qui l'a toujours fascinée. Elle a choisi la branche de l'Université du Nouveau-Mexique à Valencia, qui était également l'école de choix de Melinda. Les deux se voyaient fréquemment et parlaient d'eau souvent pendant les moments de liberté. C'est à peu près à cette époque que Tara a également commencé à sortir avec un ancien camarade de classe du lycée, Jack Cole, un capitaine de leur équipe de football et un étudiant athlète bien aimé. Les deux se sont rencontrés lors d'un événement social avec des amis communs après leur diplôme et ont commencé une relation peu de temps après. Ils parlaient toujours de voyager ensemble dans les États et le pays et restaient souvent actifs pendant leur relation. C'était le mode de vie préféré de Tara, qui était une motarde religieuse et une passionnée de plein air. Et malheureusement, c'était le premier domino d'un effondrement fatal lorsque le 20e septembre 1988, Belén, Nouveau-Mexique, serait à jamais transformée de la communauté américaine idyllique à un point sombre de mystère, de tragédie et de controverse.
Aux premières heures du mardi matin, le 20e septembre 1988, vers 9 heures du matin, Tara Calico se réveille et pose ses vêtements et ses livres d'école sur son lit. Elle se prépare à quitter sa maison de Belen, au Nouveau-Mexique, pour faire du vélo le long de la route d'État du Nouveau-Mexique 47, une routine quotidienne fréquentée par Calico et sa mère, Patty. À ce stade, cependant, Patty a cessé de faire du vélo avec sa fille après avoir eu le sentiment qu'un automobiliste la traquait pendant leur trek. Elle exhorte Tara à faire du vélo avec du gaz lacrymogène caché sur elle, mais Tara rejette l'idée. Un peu après 9h15, Tara demande à Patty de venir la chercher le long de l'autoroute si elle n'est pas rentrée avant midi. Quand Patty demande pourquoi, Tara révèle qu'elle a l'intention de jouer au tennis avec son petit ami de l'époque à 12h30. Ce jour-là, course universitaire à 15h30. Vers 9h30 du matin, Tara quitte sa maison sur le vélo de sa mère, une marque Eufy Rose à 10 vitesses, en raison de la crevaison de son propre vélo. Le vélo néant était également équipé de câbles de contrôle jaune et de flanc, des caractéristiques très distinctives. Ce serait le dernier contact confirmé de Tara Calico avec ses amis ou sa famille. Au cours des 2 prochaines heures, à partir de 9h30 et 11h15 du matin, Tara parcourt environ 17 miles à vélo jusqu'aux voies ferrées du Sud en dehors de la ville, son itinéraire habituel. On suppose que la balade se déroule sans problème et elle fait demi-tour pour rentrer et se préparer pour son rendez-vous de tennis. Vers 11h30 du matin, Tara est aperçue sur son vélo rose, roulant en direction du nord vers sa maison par 2 ouvriers agricoles non identifiés le long de la route d'État 47. Presque 15 minutes plus tard, à 11h45, 3 hommes roulent en direction du sud sur l'autre voie de la 47. Ils rentrent chez eux d'une excursion de chasse et croisent Tara sur son vélo. Cependant, ils remarquent quelque chose de très étrange car un pick-up blanc la suit de très près. Ils remarquent que Tara écoute de la musique sur son Walkman avec des écouteurs et semble ignorer le camion qui la suit derrière elle. Peu de temps après la deuxième observation, un autre conducteur dans la voie sud dépasse Tara et témoigne également d'un camion blanc qui la suit à moins de 5 miles des communautés de Rio. Ce conducteur prétend avoir remarqué que le camion menaçant contenait plusieurs occupants et pas seulement un conducteur solo. C'est la dernière observation confirmée de Tara Calico. 5 minutes après midi, Patty Doyle reste fidèle à sa parole et part chercher Tara à la demande de sa fille. Elle conduit le long des voies ferrées dans les 2 sens sur la route 47, mais ne voit ni sa fille ni le vélo rose. Patty appelle même un hôpital proche pour vérifier si Tara a eu un accident et a été admise, mais personne correspondant à sa description n'est recensé. Patty rassemble alors quelques amis de Tara pour aider à la recherche, mais aucune trace n'est trouvée. Ils finissent par céder et appellent le bureau du shérif du comté de Valencia, où une recherche policière commence. Le jour suivant, le 21 septembre, l'équipe de recherche découvre un ensemble de traces de vélo sur le côté ouest de la route 47, à 4 miles des communautés de Rio, et encore plus près du dernier endroit où Tara a été vue. Les traces de vélo déviennent du bord de la route, vers une épaule douce, et vers un endroit à environ 100 yards de l'autoroute. Ce nouvel emplacement a des traces de pneus réels ainsi qu'une flaque d'huile fraîche. De là, la police trouve une piste d'empreinte qui les mène à leur plus grande découverte dans l'affaire jusqu'à présent. Les cassettes de Tara, du groupe de rock Boston, le morceau de fenêtre en plastique avant cassé du Walkman et des canettes de bière vides éparpillées. Entre le 21 et le 23 septembre, les forces de l'ordre doublent leurs efforts de recherche autour de la route d'État 47. Le samedi 24 septembre, les enquêteurs trouvent les pièces restantes du Walkman cassé de Tara autour de l'entrée de John F. Kennedy Campground au pied des montagnes Manzano. La zone est isolée, non peuplée et seulement à 20 miles du lieu de la première découverte. Tout au long de ce même week-end, le bureau du shérif du comté de Ventura déploie plus de 300 chercheurs aériens et terrestres pour patrouiller la rivière et les montagnes Manzo, mais ne trouve rien d'anormal et se retire le mardi 27 septembre. Dans les jours et semaines suivants, les autorités enquêtent. Tous les témoins possibles de la dernière balade à vélo de Tara le 20e. Ils trouvent 7 personnes qui prétendent avoir vu Tara, dont 5 affirment également avoir vu le pick-up blanc la suivre. 4 de ces individus sont même hypnotisés dans une tentative d'obtenir plus de détails, mais rien de concret n'est appris.
Les forces de l'ordre éliminent également des preuves possibles telles qu'une bouteille d'eau pour vélo trouvée dans une cour voisine, une parcelle de terre inégale le long de la route 47, un lien avec la disparition de Deborah Lansdale en septembre 1985 et 3 hommes qui ont été trouvés en train de boire de la bière à l'arrière d'un pick-up peu de temps après la disparition de Tara. Leurs alibis, la bière qu'ils buvaient était de la Budweiser et les canettes de bière vides trouvées près du Walkman cassé de Tara étaient de l'ancienne Milwaukee. Un mois plus tard, le 25 octobre, l'enquêteur principal, le shérif Lawrence Romero, informe le public que leurs principaux suspects sont supposés être 2 hommes sur la base du rapport selon lequel le pick-up blanc a été vu avec 2 hommes à l'intérieur. Le conducteur est décrit comme étant âgé de 35 à 45 ans, blanc avec des cheveux roux, mesurant entre 1m75 et 1m80 et pesant environ 90 kg, et le plus intéressant avec des rides entre ses yeux et ses tempes. Le camion lui-même est décrit comme un modèle de pick-up Ford blanc des années 1950 à 1960 avec une coque de camping-car, des enjoliveurs chromés, de gros pneus et l'emblème Ford écrit en lettres de verre rouge écrasées. Sa plaque d'immatriculation commence par BUXX ou BZ et se termine par le chiffre 6. Encore une fois, des semaines passent et des centaines d'appels et de conseils de la ligne d'assistance affluent concernant le suspect et l'annonce du véhicule faite par la police, conduisant à quelques entretiens, mais aucune arrestation n'est effectuée et l'affaire commence à refroidir. Le 15 juin 1989, une femme anonyme à Port St. Joe, en Floride, se présente à la police avec une photographie Polaroid qu'elle a trouvée sur le parking d'une épicerie. La photo montre une jeune femme et un jeune garçon, la bouche scotchée et les poignets liés, allongés à l'arrière d'une camionnette. Cette photo Polaroid est diffusée à travers le pays et des proches de Patty Dole l'appellent pour lui dire que la fille sur la photo troublante ressemble étrangement à Tara. Patty se rend en Floride pour regarder de plus près et convient que la femme sur les photos ressemble à sa fille. Au cours de l'année suivante, 2 autres photographies sont soumises aux autorités montrant une jeune femme ligotée et bâillonnée de manière similaire, mais présentant une femme différente de celle de la photographie originale de Port St. Joe. Bien que les 3 soient supposés impliquer potentiellement Tara Calico, aucune n'a jamais été confirmée comme contenant son image, et leur statut fait l'objet de débats parmi les agences gouvernementales et les détectives amateurs. Des décennies passent et la disparition de Tara Calico reste non résolue. Malgré d'innombrables recherches dans tout le Nouveau-Mexique par d'innombrables enquêteurs et entrepreneurs privés, peu de preuves sont jamais découvertes concernant l'affaire. En septembre 2008, 20 ans après le matin fatidique, le shérif de l'époque du comté de Ventura, René Rivera, fait une déclaration alléguant qu'il savait qui avait enlevé et tué Tara. Mais sans aucune preuve incriminante ou de corps à exhumer, la conclusion ne pouvait rester qu'une théorie. Son hypothèse n'était pas la seule à circuler dans les médias. Et alors que sa confession particulière pèse sur les suiveurs de l'affaire, la couverture du mystère de Tara s'effrite également. En 2013, une force d'intervention a été créée par 6 différents agents fédéraux et locaux pour rouvrir l'enquête, mais plus de 7 ans plus tard, rien de nouveau n'a émergé concernant Tara Calico ou le vélo néon rose de sa mère. Lorsque les personnes familières avec la disparition de Tara Calico pensent à son affaire non résolue, la première image qui leur vient à l'esprit est la photographie Polaroid suspecte trouvée par une femme au magasin de proximité de Port St. Joe en juin 1989. Comme mentionné précédemment, la photo semble montrer une jeune femme et un petit garçon retenus contre leur gré, piégés à l'arrière d'une camionnette sans identité ni histoire. Après que la femme a remis le Polaroid à la police, elle a mentionné que la place de parking où il avait été trouvé était en fait occupée par une camionnette Toyota blanche lorsqu'elle est arrivée au magasin, partant quelques secondes avant son retour sur le parking. La femme a pu apercevoir rapidement le conducteur et a déclaré qu'il était d'âge moyen et moustachu, probablement dans la fin de la trentaine. Rapidement, les soupçons sur la photo se sont confirmés. La camionnette blanche pourrait être celle où sont ligotés la femme et l'enfant de l'image. Cette camionnette pourrait-elle être la source? Le conducteur serait-il le ravisseur? Ou pourrait-ce être une simple farce? La femme, les autorités et les journalistes locaux ne le pensaient pas. Ils ont commencé à enquêter immédiatement et ont envoyé le Polaroid à Current Affairs où il a été diffusé à l'échelle nationale. Maintenant, voici le lien avec Tara Calico.
Des amis de la famille Dole ont regardé A Current Affair et ont estimé que le sujet féminin de la photo de Port St. Joe ressemblait étonnamment à Tara. Ils ont téléphoné à Patty et John qui n'ont pas hésité à étudier eux-mêmes la photo. Patty a lentement mais sûrement compris que la dame sur la photo était sa fille. Le plus gros indice. Elle a déclaré que Tara avait eu un accident de voiture étant petite et avait lutté contre une blessure à la jambe qui lui avait laissé une cicatrice le long de la cuisse et a montré une trace décolorée le long de la cuisse de la femme liée sur le Polaroid. Non seulement cela, mais si l'on regarde de plus près l'image, on peut distinguer un livre posé à côté de la femme. Le livre en question était « My Sweet Audrina » de Virginia C. Andrews. Par coïncidence ou peut-être pas, l'un des livres préférés de Tara Calico par l'un de ses auteurs préférés. Les enquêteurs sur l'affaire de Tara ont trouvé assez de similitudes pour justifier une analyse professionnelle menée par plusieurs agences. Cependant, sur 3 inspections détaillées, les résultats étaient non concluants. Scotland Yard a déclaré que la femme liée était Tara. Le laboratoire national de Los Alamos a déclaré que ce n'était pas Tara et le Federal Bureau of Investigation n'a pas pu tirer de conclusion officielle. Les détracteurs avaient beaucoup de leurs propres traits physiques à souligner. Tout d'abord, les traits du visage de la femme liée ne correspondaient pas tout à fait à ceux de Tara. Leurs sourcils sont de formes nettement différentes, ainsi que leur mâchoire en général. Cela étant dit, nous devons prendre en compte les changements drastiques de paramètres. Le Polaroid n'aurait pas pu être pris avant mai 1989, car ce type spécifique de film n'a pas été produit et distribué avant le printemps de cette année-là. Ainsi, la photo doit représenter Tara au moins 7 mois après sa disparition et son prétendu enlèvement. Beaucoup de changements physiques peuvent se produire pendant cette période, y compris une perte de poids qui affecte la mâchoire et un manque d'hygiène et d'entretien des sourcils. Mais peut-être plus important encore, le scénario Polaroid inclurait des mois passés dans un espace confiné, des mois d'anxiété, des mois de stress. Bien sûr, il y aura des différences notables par rapport aux portraits de style et de maquillage éclairés en studio que l'on utilise le plus souvent pour comparer Tara à la femme ligotée. Il y a des arguments des 2 côtés de l'équation, mais en fin de compte, il y a trop peu d'informations dans le Polaroid pour faire une affirmation concernant Tara. Bien sûr, il y a aussi un mystère entièrement séparé dans la photographie de Port St. Joe. Le petit garçon allongé à côté de la femme ligotée mérite une attention égale. Quand le Polaroid est apparu près de Belen, au Nouveau-Mexique, beaucoup ont cru que le sujet masculin était Michael Henley, un garçon disparu 5 mois avant Tara en avril 1988. Lui aussi a disparu au Nouveau-Mexique lors d'un voyage de chasse avec son père. Il s'était éloigné du campement un jour et avait disparu, les équipes de recherche incapables de trouver la moindre preuve. Bien qu'il n'ait eu aucune relation personnelle avec Tara ou la famille Dole, ses caractéristiques physiques correspondaient également à celles du garçon ligoté, et les membres de la famille Henley ont convenu que c'était probablement lui. Comment ou pourquoi ils seraient ensemble était flou, mais si un kidnappeur en série sévissait au Nouveau-Mexique, il n'était pas exclu qu'ils aient été isolés ensemble à travers le pays. Cependant, cette théorie est devenue caduque en juin 1990 lorsque les restes de Michael ont été retrouvés enterrés dans les montagnes Zuni du Nouveau-Mexique. Une analyse médico-légale a révélé que Michael était probablement mort d'exposition dans la nature après s'être éloigné du campement qui se trouvait à 7 miles de la zone de fouille. Le campement était également à seulement 75 miles du lieu de la disparition de Tara. Mais lorsque le sort de Michael a été découvert, le lien avec Tara s'est dissous et le garçon lié sur la photographie est resté non identifiable. Juste une autre histoire inexpliquée associée aux étrangers sur le mystérieux Polaroid de Port St. Joe. Alors que la controverse du Polaroid a engendré des milliers de théories à elle seule, aucune n'a été considérée comme plus probable que celle qui a émergé en 2008 par les forces de l'ordre elles-mêmes. Après des années de pistes stagnantes et une enquête en spirale, le shérif du comté de Valencia de l'époque, René Rivera, a déclaré qu'il savait réellement ce qui était arrivé à Tara ce matin de septembre en 1988. Le Valencia County News Bulletin a rapporté lors du 19e anniversaire de la disparition que Rivera, je cite, a reçu au fil des années des informations selon lesquelles 2 hommes qui étaient adolescents au moment de la disparition de Tara l'ont trouvé en train de faire du vélo sur la route rurale ce jour-là et ont eu de l'aide par la suite pour se débarrasser de son corps.
Il a continué à détailler sa théorie à travers un compte-rendu du matin même que les deux hommes taquinaient Tara à l'arrière d'un pick-up, ont heurté son vélo, la faisant perdre le contrôle et tomber, l'ont kidnappée, puis l'ont tuée lorsqu'elle a menacé de contacter les autorités par panique. Rivera a poursuivi en disant qu'il ne pouvait pas agir sur les conseils ou arrêter les responsables parce qu'il n'y avait pas de preuves concrètes pour condamner spécifiquement le corps de Tara ou son lieu d'inhumation. Cependant, il croyait qu'il était probablement toujours dans le comté de Valencia et très probablement dans la zone générale de ses voies ferrées. Rivera n'a même pas divulgué les noms qu'il avait en relation avec la théorie, rendant de nombreux citoyens, y compris le beau-père John Dole, curieux de savoir pourquoi il ferait cette affirmation en premier lieu. Rivera a répondu et a déclaré qu'il avait fait l'annonce dans l'espoir que cela persuaderait les auteurs ou toute personne ayant des informations sur le lieu de repos de Tara de se manifester et d'apporter une clôture légale aux familles Calico et Dole. Pourtant, peu importe combien le shérif suppliait, personne ne s'est manifesté et sa conclusion désespérée a fini par causer plus de douleur qu'elle n'en a soulagé. Avec cela à l'esprit, la théorie du shérif Rivera correspond à un incident enregistré laissé dans les documents du dossier de Tara Calico, maintenant disponible dans les archives publiques. Dans les documents, une section contient une interview avec Henry Brown, citoyen du Nouveau-Mexique, qui est depuis décédé en raison de sa santé défaillante. L'interview, que certains qualifient d'homme davantage de confession, est menée par le shérif adjoint Frank Mitola, qui a été spécifiquement demandé par Brown lorsqu'on lui a demandé de venir et de partager son point de vue sur l'histoire de Tara Calico. Frustrant, il n'y a pas de date liée à cet événement, mais on pense qu'il a eu lieu des années après la disparition. Dans l'interview, Brown raconte ses moments passés avec d'autres adolescents du comté de Valencia, menés par le fauteur de troubles, Lawrence Romero Jr., le fils de l'ancien shérif Lawrence Romero Sr. Il a dit que Lawrence Jr. était un trafiquant de drogue et intéressé par Tara Calico, mais n'a jamais été considéré parce que, selon Brown, Tara sortait avec un homme du nom de Jeff Abieta. Brown a continué, se souvenant qu'il était à une fête à laquelle assistait Lawrence Jr. et ses autres amis malicieux dans le sous-sol sous la caravane de Lawrence Jr. et que Lawrence lui a dit qu'il et les gars avaient frappé Tara sur son vélo avec leur camion, l'avaient violée et l'avaient tuée. Lawrence Jr. a informé Brown qu'ils avaient à l'origine simplement jeté le corps dans des buissons à proximité, mais sont devenus paranoïaques à la lumière des recherches policières et ont transféré son corps dans le sous-sol de la caravane de fortune et plus tard dans un étang sans caractéristiques particulières. Fait amusant, Henry Brown n'était pas la seule personne à raconter cette histoire aux autorités. Un autre homme, nommé Donald Dutcher, a également informé la police en 2013 qu'un suspect avait avoué son crime odieux à lui aussi, mais il n'avait pas non plus de localisation exacte du corps. Coïncidence ou non, ni les histoires de Brown ni celles de Dutcher n'ont pu être confirmées par Lawrence Jr. ou ses amis eux-mêmes, car ils étaient tous en fait décédés au moment des entretiens. Lawrence est mort d'une blessure par balle auto-infligée et les conspirateurs prétendent qu'il y avait une note de suicide avec une confession du meurtre de Tara. Mais si elle existait, Rivera ne l'a jamais versée au dossier. Encore une décision discutable. Les documents du dossier ne mentionnent également pas de sources fiables concernant les noms des autres criminels, mais les résidents de Belen et d'autres personnes connaissant l'affaire ont confirmé que les véritables suspects sont effectivement décédés avant de pouvoir être appelés à témoigner. Alors, la question demeure, si cette théorie a du poids, est-ce vraiment un manque de preuves physiques qui empêche la police de la porter à la connaissance du bureau du procureur, ou y a-t-il une dissimulation en jeu par le bureau du shérif du comté de Valencia ? De toute évidence, le fait que le principal suspect soit le fils d'un ancien shérif soulève un drapeau rouge majeur et l'obscurité d'une confession écrite suscite des soupçons spéculatifs. Mais il va sans dire que les deux entretiens séparés avec la même histoire doivent être considérés comme légitimes. C'est dommage que les suspects eux-mêmes ne soient plus parmi nous, et le temps écoulé depuis la disparition de Tara ne présage rien de bon pour qu'un complice inconnu se présente spontanément et partage d'autres détails. Mais cela correspond à plusieurs témoignages de témoins concernant des cavaliers brutaux dans un pick-up qui suivaient Tara lors de ses balades à vélo. Certains détails sont maladroits, comme l'information que Tara voyait un homme nommé Jeff et non Jack Cole, un trafiquant de drogue néanmoins, et la dernière personne sur Terre que n'importe lequel de ses amis pourrait l'avoir fréquenté. Mais la théorie donne une explication approfondie de pourquoi le corps de Tara n'a jamais été retrouvé, étant caché parmi l'immense nature sauvage du Nouveau-Mexique et ignoré par ceux qui avaient la capacité de la retrouver.
C'est un acte véritablement perfide d'injustice et de corruption, si c'est vrai. Bien sûr, il existe de nombreuses autres hypothèses concernant Tara Kaliko. Comme pour toute affaire de disparition de personnes de premier plan diffusée sur les réseaux nationaux, de nombreuses possibles observations ont été signalées aux forces de l'ordre et aux réseaux de télévision. Des gens ordinaires prétendant avoir vu Tara avec des individus suspects ou se promenant librement dans les rues. Cependant, la plupart de ces observations ont été faites en Floride après l'incident du Polaroid, probablement le résultat d'un biais phénoménologique. Les gens étaient beaucoup plus disposés à croire qu'ils avaient vu Tara après avoir pensé qu'elle était retenue en otage quelque part dans l'état du soleil, une combinaison de vouloir qu'une solution naisse d'une possibilité et de jouer le héros dans un mystère insoluble. Ils pensaient que Tara avait peut-être fui de son propre chef, expliquant la disparition supplémentaire de son vélo et la piste d'indices menant nulle part constituée par son Walkman cassé. Cependant, la théorie était illogique en considérant sa vie de famille saine, ses relations et sa détermination à finir ses études. Il n'y avait absolument aucun signe d'abandon et Tara avait mis en place des plans pour s'assurer qu'elle ne se perdrait pas car bien loin d'un stratagème pour se dissoudre dans le monde lointain. Une autre théorie en vue plaçait le sort de Tara entre les mains d'un kidnappeur élaboré, un criminel en série avec un esprit tordu et un talent pour attirer l'attention du public. Cette idée était née non seulement de la Polaroid trouvée à Port St. Joe, mais aussi d'une série de photos trouvées par des étrangers et reçues par la police de Floride. En plus de la première image, une autre photo Polaroid a été découverte sur un chantier en Californie, montrant une jeune femme bâillonnée et apparemment en détresse. La photo était de près et floue, mais la femme, une fois de plus, présentait quelques similitudes avec Tara et le tissu en arrière-plan aurait pu correspondre à un tissu vu sur la Polaroid de Port St. Joe. La troisième image provenait d'un lieu non confirmé, mais montrait une femme attachée à un Amtrak, assise à côté d'un homme qui riait. Cette femme présentait encore moins de comparaison avec Tara, et toute la situation était largement considérée comme mise en scène et jamais sérieusement prise en compte par les enquêteurs. 20 ans après la découverte des Polaroid, un autre ensemble de photos imprimées a fait son apparition de manière inattendue dans l'affaire. Le chef David Barnes du département de police de Port St. Joe a reçu 2 enveloppes, postées le 10 juin et le 10 août 2009 depuis Albuquerque, Nouveau-Mexique. La première enveloppe contenait une photographie d'un garçon aux cheveux bruns avec une bande de ruban dessinée au charpie noir sur sa bouche. La deuxième enveloppe contenait la photo originale et non modifiée du même garçon. 2 jours plus tard, le 12 août, le journal The Star de Port St. Joe a reçu une troisième enveloppe. Encore une fois, postée le 10 août à Albuquerque, elle contenait une autre photo d'un garçon avec plus de marqueurs noirs dessinés sur sa bouche. On ne sait pas si les garçons étaient la même personne dans chaque envoi, mais les enquêteurs se sont d'abord demandé s'ils étaient d'une manière ou d'une autre liés à l'affaire Tara Kaliko en raison des mêmes lieux correspondant à son profil. Malheureusement, il n'y avait pas de lettres dans les enveloppes contenant des identités ou des indices quelconques. Mais peut-être le plus étrange de tous, ces enveloppes ont été obtenues au même moment où une voyante autoproclamée appelait le PD de Port St. Joe, parlant de rêves qu'elle avait de Tara mourant et étant enterrée en Californie après avoir fui. Elle a également mentionné qu'elle avait rencontré une fille dans un club de striptease qui prétendait être Tara, mais cette fille a été localisée et identifiée par erreur. Les théoriciens du complot pensaient que les 2 incidents s'y sont liés, que soit la voyante qui appelait était aussi la personne qui envoyait les enveloppes comme moyen d'attirer l'attention, soit l'œuvre d'un kidnappeur en série jouant un canular de niveau Zodiac Killer sur les autorités locales et les stations de nouvelles. Ils croient que Tara a été enlevée et conduite autour du comté à l'arrière d'une camionnette et qu'elle était la fille sur au moins la photographie de Port St. Joe et peut-être aussi la fille sur les autres Polaroid. Le voyant aurait-il pu être un suspect légitime ? Plusieurs agences les ont écartés, qualifiant cela de canular, mais beaucoup ont des doutes, pointant du doigt les preuves circonstancielles qui s'accumulent pour être plus qu'une simple coïncidence. Avant de divulguer notre hypothèse sur la disparition non résolue de Tara Kaliko, nous tenons à préciser que nos conclusions présentées dans Détective de Cold Case sont purement des spéculations logiques basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque vidéo et nous ne tentons pas de promettre une certitude ou une garantie d'expert sur les conclusions que nous tirons en conclusion. Nous observons, recherchons et rapportons.
Nous croyons que bien que le Polaroid de Port St. Joe ressemble étrangement à Tara Calico, elle n'a probablement jamais été photographiée après sa disparition. Et si elle l'était, cela n'est jamais arrivé entre les mains des enquêteurs comme les 3 photographies proéminentes l'ont fait après 1989. En fait, il est difficile d'imaginer que Tara ait jamais réussi à aller à l'est du fleuve Mississippi en général, restant probablement dans les environs immédiats de son lieu de disparition original. En fait, nous considérons fortement le témoignage de Henry Brown et Donald Dutcher comme réel, sinon complètement 100% précis. Il est difficile de fabriquer la vérité quand elle est racontée par plusieurs sources non contraintes, et encore plus difficile quand la plupart de leurs détails correspondent aux circonstances entourant l'affaire elle-même. Cependant, il est grandement perturbant que la police ait reçu une telle confirmation sans jamais agir en conséquence, citant un manque de preuves malgré une connaissance approfondie du crime. Était-ce une dissimulation totale du département du shérif du comté de Valencia ? On ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais lorsque l'on considère que le principal coupable est le fils d'un ancien shérif, cela ne donne pas une bonne image du comté de Valencia. Ainsi, nous croyons que le pick-up blanc qui suivait Tara était effectivement rempli des suspects, qui l'auraient renversée, l'auraient prise, et l'auraient soit tuée, soit envoyée avec les autres complices, et auraient fui la zone de la communauté de Rio. Si Tara a survécu à l'enlèvement de ce matin-là, l'endroit où elle a fini est une question aussi bonne que n'importe quelle autre, mais il y a de fortes chances qu'elle ait péri aux mains de ceux qui ont initié le crime, et ait été enterrée dans un endroit presque impossible à déterminer car l'étendue des terres désolées du Nouveau-Mexique est vaste et les fonds pour mener des recherches complexes sont à un point bas. Espérons que les agents du Federal Bureau of Investigation chargés de rouvrir l'affaire de Tara puissent en trouver de nouvelles pistes et peut-être même un suspect survivant. Mais jusqu'à ce moment, le froid lie le mystère avec un manque de clarté effrayant. En attendant, nous nous souviendrons de Tara non pas pour le matin du 20e septembre 1988, mais dans tous les moments qui ont précédé ce jour fatidique. Nous nous souviendrons de sa compassion et de son empathie indéfectible pour la race humaine. Nous nous souviendrons de sa capacité à faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu, quelle que soit son origine. Nous nous souviendrons de son humanité et de ses rêves de prospérer dans une communauté ouverte, unique et intéressante. Nous nous souviendrons de Tara Calico, non pas pour un Polaroid controversé trouvé sur un parking à 2000 miles de chez elle, mais pour la lumière qu'elle a projetée sur sa communauté et tous ceux qu'elle connaissait. Ceci est Détective Cold Case.